Alors je ne sais pas trop si je dois dire qu'on a rigidifié notre calcul ou qu'on l'a bien décontracté, mais en tout cas, on est vraiment proche de pouvoir enfin démontrer notre résultat de complétude. Je vais même l'énoncer. Le théorème que nous allons démontrer dans un instant est que si L gamma phi est valide, alors il est prouvable. Alors, la validité de mes séquences structurées en 3 zones, il faut la comprendre en oubliant le point-virgule, en le lisant comme une virgule. C'est-à-dire que la disjonction de ces formules va être satisfaite dans tous les modèles, et quelle que soit l'évaluation, puisque les variables libres, ici, proviennent des quantificateurs universels. Et comme je l'ai dit précédemment, si je montre la complétude du calcul monolatere par recherche de preuves, j'aurai très facilement en corollaire la complétude du calcul monolatere simple, puis la complétude du calcul bilatère. Et ça permettra de conclure ce que j'avais annoncé au début. Donc, il nous reste seulement à prouver ceci. Donc l'intuition qui fait que ça ne devrait plus être trop dur à démontrer, si tout va bien, c'est que ce calcul, qui ne me laisse pas beaucoup de choix, essentiellement, il me force à considérer tous les cas. Et donc si un séquent est valide, en appliquant les règles de la logique qui sont ici, je vais fatalement finir par trouver, sur toutes les branches de cet arbre en cours de construction, je vais fatalement finir par conclure par l'axiome. Alors en fait, cette intuition, elle n'est pas tout à fait réalisée, parce que bien qu'on ait fait très attention à contracter la formule qu'il fallait absolument pas oublier de contracter, c'est-à-dire l'existentielle, rien ne me dit pour l'instant que, quelle que soit ma tentative de construction de preuve, je vais, au bout d'un moment, réussir à instancier chaque existentiel par là ou les termes T qui font marcher la preuve, en quelque sorte. Et donc, pour obtenir ceci, je vais faire une dernière modification sur le système de preuves qui va essentiellement me permettre d'assurer que chaque formule existentielle qui apparaît lors de ma recherche de preuves soit, au bout d'un moment, instanciée par chaque terme. Pour cela, je suppose donc on est en train de regarder un ensemble fini de formules, hein, donc on peut aussi bien supposer que le langage soit fini. Donc l'ensemble des termes générés par les symboles finis, pas finis bien sûr, mais dénombrables. L'ensemble des termes, notre langage est fini, donc l'ensemble des termes est dénombrable. Donc on peut prendre une énumération des termes TI avec I qui varie dans N. L'ensemble des termes, on peut l'indexer sur les entiers naturels. Et cette énumération, ça me donne un moyen d'exiger que chaque existentiel parcourt bien toute l'énumération, soit bien instancié par tous les termes de l'énumération. Pour cela, je vais modifier un tout petit peu mon calcul de recherche de preuves ici, en mettant un compteur sur chaque existentiel quand il est dans la liste file d'attente, pour savoir où il en est dans l'énumération. Quand un existentiel rentre pour la première fois dans la liste, dans cette règle, je lui assigne le compteur 0. Voilà, donc c'est son ticket, enfin, pas vraiment, non, c'est le nombre de fois où il a été utilisé. Pour l'instant, il a été utilisé 0 fois. Et quand il est effectivement utilisé dans la règle existentielle, il arrive en tête de la file avec le gamma qui s'est vidé. Il en est une certaine étape I. Au début, I égale 0, mais il va augmenter. Il est remis en jeu avec le compteur I plus 1, et il est instancié, non plus avec n'importe quel terme, mais avec le terme T indice I. Donc là, j'ai vraiment
complètement contraint mon calcul au niveau des existentiels. Et ceci étant fait, je vais pouvoir démontrer la complétude. Alors pour ça, je vais avoir besoin de parler un peu plus précisément de cet objet qui est ma tentative de construction de preuve. Étant donné un séquent, celui-ci là, enfin par exemple, voilà, on a un séquent valide, je peux appliquer un certain nombre de règles dessus. Par exemple, s'il y a une conjonction quelque part dans la zone gamma du séquent, je peux appliquer le et. Ou peut-être que je peux appliquer le ou, s'il y a aussi une disjonction, etc. Donc il y a une construction non déterministe comme ça, qui ne s'arrête que quand gamma devient vide, L se vide aussi, et phi ne contient pas un littéral et sa négation. Donc cette construction d'un arbre, une tentative de recherche de preuve, je vais l'appeler une prépreuve. Une prépreuve, c'est quoi? C'est un arbre de dérivation infinie, potentiellement infinie, qui respecte les règles de mon calcul, hein, bien sûr. Donc, à chaque nœud de l'arbre, j'applique effectivement une des règles, et qui respecte une contrainte, un arbre de dérivation infinie, où où la règle axiome est appliquée au plus tôt. Si j'ai une opportunité dans ma recherche de preuve de conclure par le biais de la recherche de la règle axiome, je ne vais pas m'en priver dans ma tentative de recherche de preuve. Et pour que cet arbre soit toujours défini, je vais me donner la possibilité d'utiliser une règle d'échec, une règle de on est bloqué, cul-de-sac, et où on peut utiliser la règle d'échec qui dit que quand on ne peut plus rien faire, il n'y a plus rien dans gamma, donc on ne peut appliquer aucune des règles qui travaillent sur gamma. On a un phi qui ne contient pas pour tout A, soit A n'appartient pas, soit la négation n'appartient pas au phi. Bref, l'axiome ne s'applique pas sur le phi. Et on a un L qui est aussi vide, de sorte qu'on ne peut pas appliquer la règle existentielle. Alors dans ce cas-là, comme on ne peut rien faire, on se donne une règle spéciale d'échec. Donc je prétends que pour tout séquent, qu'il soit valide ou pas, il existe une prépreuve. Il existe un objet comme cela. Et cet objet, il se construit tout simplement en faisant toujours quelque chose. Et le seul cas où on ne peut pas faire quelque chose, on ne peut pas continuer de construire l'arbre, c'est le cas où on peut conclure en utilisant la règle échec. Donc une prépreuve, ça existe toujours. Et le lemme clé qui va nous permettre d'obtenir le théorème de complétude maintenant, c'est donc ce qu'on veut montrer, c'est que si on part d'un séquent valide et qu'on fait cette construction de prépreuve, on va obtenir une prépreuve finie et qui n'utilise pas la règle échec. Donc une preuve en bonne et due forme en fait. La contraposée de ça, c'est que si on a une prépreuve qui n'est pas une preuve, alors c'est que le séquent n'est pas valide. Donc si un certain séquent L gamma phi admet une prépreuve infinie ou contenant la règle échec,
alors le séquent est invalide. Hein, c'est la contraposée de notre théorème, si on prend en compte le fait que tout séquent admet une prépreuve. Et donc ça, je vais vous le démontrer. Alors si on a une prépreuve comme ceci, on peut considérer une branche bêta de la prépreuve qui soit encore infinie ou terminée par la règle échec. Mes arbres ils sont à branchement fini, donc s'il est infini, c'est qu'il y a une branche infinie, ou bien une branche qui bloque sur la règle échec. Et donc ce que je vais montrer, ce que je vais faire maintenant, c'est à partir de cette branche, construire un contre-modèle de mon séquent, c'est-à-dire un modèle qui ne satisfasse aucune formule du séquent. Donc on va poser H bêta, c'est à peu près un modèle de Herbrandt associé à la branche bêta de ma prépreuve infinie ou échec. Donc H bêta, ça va être une structure de domaine. Alors, pour le domaine de ma structure, je prends l'ensemble des termes sur mon langage F et mon ensemble de variables X. C'est-à-dire que je considère ici des termes syntaxiques ouverts. Ils ont des variables libres. En particulier, les variables tout court vont être des éléments du domaine de ma structure. Donc là, il y a quelque chose d'un peu inhabituel. C'est un cas particulier de structure qu'on peut considérer. Et maintenant, comment je vais interpréter mes prédicats dans cette structure? Je vais dire que H bêta satisfait un certain prédicat P de T1, Tn, si et seulement si P de T1, Tn n'apparaît pas dans bêta. Alors là, il faut réfléchir un petit peu à ce qu'on est en train de faire. Ici, j'ai une formule avec des variables libres, hein, puisque les T1, Tn, ils peuvent avoir des variables libres. Donc en principe, une formule avec des variables libres, je ne peux pas l'interpréter dans une structure sans préciser la valuation que je donne à ces variables libres, c'est-à-dire sans dire comment j'interprète les variables libres dans la structure. Ici, je me permets de ne pas le faire, puisque les variables elles-mêmes sont des objets de la structure. Donc en fait, ça, je le vois implicitement comme H bêta, avec la valuation qui a toute variable x associe l'élément associé dans le domaine, qui est la même variable, ce qui satisfait la formule. C'est-à-dire que j'interprète ceci en interprétant les variables comme elles-mêmes dans le domaine de ma structure. Donc ça, j'ai bien le droit de l'écrire dans le cas particulier de la structure que je considère. Et donc ce que je dis, c'est que ma structure de Herbrandt va satisfaire exactement les atomes, les littéraux, qui n'apparaissent pas dans ma branche. Ça, c'est bien défini uniquement parce que j'ai imposé que dans les prépreuves, on ne puisse pas avoir à la fois un littéral et son opposé, sa négation, qui apparaissent dans un séquent. Donc c'est bien défini. Et ça va être le cas de base, en fait, de la remarque fondamentale qui est que on va montrer
que h bêta ne satisfait pas phi pour tout phi apparaissant dans bêta. Si une formule phi apparaît dans un séquent de la branche bêta, alors elle ne sera pas satisfaite par h bêta. En particulier, h bêta ne satisfait aucune formule du séquent conclusion, et donc ne satisfait pas le séquent, donc le séquent est invalide. Donc si je démontre ça, j'ai bien conclu. Donc ceci, je le démontre par induction sur phi, et je vais vous montrer simplement le cas des quantificateurs. Les autres cas sont plutôt faciles, je vais le faire à l'oral par exemple, pour la conjonction. Considérons une formule qui soit une conjonction, phi1 et phi2, qui apparaissent dans un séquent de bêta. Une telle formule ne peut apparaître que dans la zone du milieu, gamma. Et on a vu que gamma, il a tendance à se vider jusqu'à ce qu'on le re-remplisse avec la règle existentielle. Donc si j'ai une conjonction qui apparaît à un certain moment dans gamma, un peu plus tard, elle va être introduite. On va avoir un branchement dans la règle, l'introduction de la conjonction. Donc, si phi1 et phi2 apparaît, au bout d'un moment, il va apparaître dans l'application d'une règle qui le sépare en deux. Donc là, on est sur la branche. Il faut penser qu'on est sur la branche bêta. Maintenant, la branche, quand on a un branchement dans l'arbre, elle part que d'un côté, c'est une branche. Donc, par exemple, imaginons que bêta continue à droite de cette application de la règle conjonction. Et dans ce cas-là, par hypothèse de récurrence sur phi, j'ai la sous-formule phi2 ici qui apparaît dans la branche bêta, donc phi2 n'est pas satisfaite par h bêta, et donc h bêta ne satisfait pas la conjonction phi1 et phi2. Ce qui me permet de conclure dans le cas où phi est une conjonction. Alors voyons maintenant le cas où phi serait un existentiel. Un autre cas facile, à part la conjonction, c'est la disjonction, je vous le laisse en exercice. Et le cas d'un littéral, c'est facile, vu que j'ai construit h bêta exprès pour que ça marche au niveau des littéraux. Donc considérons un cas un peu plus intéressant. Si phi est de la forme il existe x psi. Si une telle formule apparaît dans mon séquent, donc dans la zone gamma, au bout d'un moment elle va être introduite, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment elle va être mise dans la zone L, la zone de gauche, avec son compteur à 0. Et la zone de gauche, c'est une file d'attente, donc tout élément de la file d'attente, au bout d'un à tout point de la preuve, en tout point de la preuve, si on a un gamma non vide, un peu plus loin, gamma devient vide, et donc le premier existentiel de la file d'attente est traité. À ce moment-là, on se retrouve de nouveau avec un gamma non vide, qui finit par se vider, et là, le deuxième élément de la file d'attente finira par être traité. Donc en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que tout élément de la file d'attente, tout existentiel dans la zone L, finit par être traité, puis retraité, puis re-retraité, etc. Donc, si mon phi apparaît dans gamma, il va finir par être mis dans L, et pour tout i, il y a un moment où il sera traité pour la ième fois dans la liste L. Je l'écris. Pour tout i, on a dans gamma un moment où le séquent est de cette forme-là. Une liste avec en tête l'existentiel qui nous intéresse, son compteur AI, une zone gamma vide, et puis un ensemble de littéraux phi. Et à ce moment-là, la seule règle qui s'applique, c'est l'introduction de l'existentiel pour phi, qui provoque l'incrément du compteur, psi qui reçoit le terme numéro i, et la branche bêta qui est là. Bon, bref,
pour tout i, on a un certain point dans bêta qui a cette forme-là. Je traduis maintenant l'hypothèse de récurrence sur ces points-là. Par hypothèse de récurrence, cela signifie, on a pour tout i que psi où x est remplacé par ti apparaît dans bêta. Donc psi où x est remplacé par ti n'est pas satisfait par h bêta. H bêta ne satisfait pas psi ti x. Ça c'est quoi? Je vais faire le détour de façon explicite pour cette fois-là. C'est la même chose que de dire que h bêta, avec la valuation qui a x associe ti, ne satisfait pas psi. C'est la même chose, par définition de la satisfaction de l'existentiel. Donc si pour tout i, psi n'est pas satisfait quand on choisit comme valeur pour x ti, sachant que les ti parcourent tous les éléments du domaine, tous les termes ouverts, puisqu'on a choisi une énumération complète de tous les termes, eh bien ça veut dire que h bêta ne satisfait pas, il existe x psi. Ce qui est bien ce que j'essayais de montrer. Je vous laisse en exercice le dernier cas, qui n'est pas tout à fait trivial, mais qui devrait être simple une fois qu'on a vu cet argument. C'est le cas du quantificateur universel. Il se traite avec, disons, le même genre d'idée, et il permet de conclure cette preuve de complétude du calcul des séquents monolatères par recherche de preuves, et donc de tous les autres calculs des séquents que je vous ai présentés auparavant.